Bienvenue dans Elle d'Afrique, l'émission qui donne la parole aux femmes africaines pour raconter l'Afrique autrement à travers leur parcours, leurs choix et leurs moments de bascule. Et aujourd'hui, je reçois Bora Kakisingi, fondatrice de Diaspora Active. Merci beaucoup Bora d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Yasmine. Alors vous savez, en essayant de vous présenter, je me dis quelle casquette je peux lui donner. Je pense qu'on ne peut pas vous donner de casquette tellement justement vous portez de mission. Et c'est de ça dont nous allons parler, entre autres aujourd'hui avec vous, dans votre trajectoire. On y va. Alors Bora Kakisingi, vous êtes aujourd'hui fondatrice de Diaspora Active. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on va revenir, on va dire, au tout début. Vous êtes née en France, vous avez grandi au Cameroun, vous êtes installée au Maroc, mais vous êtes de nationalité congolaise RDC. Absolument. C'est ça. Absolument. Alors racontez-nous tout ça, comment ça s'est fait? Alors c'est tout simplement un parcours de vie qui est un peu dans la suite logique du parcours de mon papa, qui était interne en médecine, donc en spécialisation en gynécologie à côté de Grenoble, et qui c'est ce qui a fait que nous sommes nés, ma sœur et moi, ma grande sœur et moi en France, et nous l'avons ensuite suivi quand il s'est installé au Cameroun en 1987, exactement. Voilà. Vous avez passé combien d'années au Cameroun? Alors j'ai quitté le Cameroun définitivement sur un coup de cœur, parce que j'ai eu le coup de foudre pour un pays, on verra tout à l'heure de quel pays il s'agit. Et donc, j'y suis restée donc, de 87 jusqu'en 2008. Ok, donc le bac décroché au Cameroun. Absolument. Les premières études. Premières études, toutes les premières fois en fait. Toutes les premières fois. Amours. Tout au Cameroun. Premier boulot aussi. Oui. Voilà, donc, alors, études en quoi justement? Alors, études en commerce-distribution, donc vraiment marketing aussi, si on peut le dire ça comme ça. Puisque c'est vrai qu'à la base, j'avais voulu être journaliste, mais on m'avait plutôt orientée, mes parents m'avaient plutôt orientée vers des études beaucoup plus économie générale, puisque j'ai eu un baccalauréat B. Et partant de là, j'ai fait mon petit bout de chemin pour passer ensuite dans une compagnie de télécommunications, voilà, donc, qui a pignon sur rue au niveau du Cameroun. Et c'est lorsque je suis justement en fonction dans cette société, oui, voilà, oui. Effectivement, c'est lorsque je suis en fonction dans cette société que je décide de prendre des vacances. Alors, j'hésite entre retourner en France, mais le climat n'est pas forcément très favorable. Je me demande est-ce qu'il faut rentrer ou alors plutôt découvrir mon pays, la RDC. Et finalement, non, je me dis, je veux surtout me détendre. Je veux surtout voir peut-être un autre visage de l'Afrique. Et je choisis de visiter le Maroc. Et c'était des vacances de combien de temps? Alors, c'était des vacances qui, oui, classiques, 4 semaines. 4 semaines, j'ai vraiment fait de Rabat jusqu'à Sidi Ifni. Donc, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse vraiment de ce pays. Au-delà des paysages, au-delà de la gentillesse des gens, mais surtout du dynamisme. Parce que c'est vrai que quand... oui, là, c'est effectivement à Mirleft, je me souviens très bien. Pendant ce voyage? Absolument. Pendant ce voyage. Mai 2008, à Mirleft. Et ce qui me séduit, en fait, dans le Maroc, au-delà, bien sûr, de l'accueil, la gastronomie aussi, bien sûr, c'est de voir, effectivement, le slogan d'un magazine que je lisais beaucoup au Cameroun, mais que je n'avais pas forcément vu personnifié ou manifester comme au Maroc. L'Afrique qui bouge. Des constructions partout, un dynamisme qui se ressent. Certes, c'est vrai, un contexte africain avec des réalités africaines, mais on sent ce mouvement qui se met en place pour faire avancer le pays. Donc 2008, c'était la première rencontre avec le Maroc. Absolument. À ce moment-là, vous étiez installé au Cameroun avec vos parents. Absolument. C'est ça. Un job en entreprise. Très bon job. Très bon job, une carrière toute faite, etc. D'abord, vous étiez épanouie dans ce que vous faisiez? Parce que c'est les parents qui ont choisi pour vous. Alors, il est vrai que je ne vais pas cracher sur la chance qu'on a eue, parce que étant diaspora, effectivement, quand on est diaspora, bon, on le sait, on n'a pas forcément de famille élargie. Et donc, ce que j'ai appris avec mes parents, c'est que toute personne qui était de bonne foi, qui avait bon cœur, considère-la comme ton tonton, comme ta tata, comme ton oncle, comme ta tante. Et c'est vraiment ce qui a fait que même étant au Cameroun, pour papa par exemple, ça a été un parcours de médecin qui a marqué beaucoup le Cameroun, au point où, encore récemment, sur Facebook, je trouve des commentaires de femmes
qu'il a traitées, de femmes qu'il a fait accoucher, ou même ici au Maroc, je rencontre des étudiants qui parlent de papa comme d'un médecin justement qui les a marqués, bien qu'étant lui aussi diaspora. Il a pratiqué au Maroc? Alors, pratiqué un petit peu en France, et c'est quand il s'est installé au Cameroun qu'il a vraiment fait toute sa carrière jusqu'à son départ en 2020. Ok. Alors, et vous, est-ce que vous étiez contente de votre parcours professionnel au Cameroun? Je sentais quand même si j'étais à l'aise, comme un plafond de verre. Je sentais comme ce désir en moi non pas de compter sur aussi le réseau des tontons et des tantines à travers papa, mais de me faire un prénom. Parce que je le lui disais aussi très souvent, je lui disais, toi, tu es un peu trop connue, moi, je serais plus connue que toi. J'étais toute petite, je ne sais même pas pourquoi je disais ça. Quand vous parlez de plafond de verre, par rapport à quoi? Statut féminin, ayant une autre nationalité Je pense que c'était un tout, et c'est aussi le fait que parfois on se sent dans une zone de confort et qui ne nous donne pas la possibilité de mesurer du moins le scope, l'envergure de ce qu'on est capable de faire. Quand on est dans un environnement tel que papa l'a construit, à travers son réseau, même si on est diaspora, il y a quand même, je peux dire, un certain confort. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de challenges dont il nous a protégés parce qu'il a un peu construit le parcours pour nous. Par contre, en venant au Maroc, pas d'oncle, pas de tante, pas de famille, et ben c'est là où effectivement j'ai pu mesurer de quoi j'étais capable. Oui. En fait, c'est le plafond de verre de ne pas savoir jusqu'où je peux aller. Je suis capable de Cette donner zone de confort. sans... voilà, là, je suis connue, mon père est connu, il y a un nom. Donc, c'est de ce plafond de verre dont vous parliez, j'imagine. Un petit peu. OK. Un petit peu, ouais. Alors, d'abord, avant d'arriver au Maroc, retourner de 4 semaines de vacances et annoncer une décision. La décision, elle a été prise quand? Pendant ces 4 semaines ou au retour? Quand effectivement je suis venue, déjà, c'est vrai que quand ce choix de vacances, de ne pas retourner découvrir la France après l'avoir quittée toute petite et de choisir le Maroc, j'avais déjà quand même à 80% décidé de partir du Cameroun. Okay. Et donc, en venant en vacances, c'était une façon de tâter le terrain et de me dire, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je me vois vivre? Et quand je rentre, j'annonce effectivement que je démissionne. OK. Et le papa dans tout ça? Alors, quand il m'accompagne à l'aéroport, je me souviens en septembre, pour mon départ définitif, il me dit, les yeux dans les yeux, ce que tu es en train de faire, c'est une catastrophe. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que pour lui, la carrière, elle était toute tracée. Il ne comprend pas pourquoi j'éprouve le besoin de prendre ce risque, de partir comme ça à l'inconnu, surtout qu'il n'a personne ici, donc il ne peut pas contrôler, protéger. Ouais. Et donc, même s'il ne le dit pas comme ça, c'est sa façon pour lui de dire, mais est-ce que tout ce que j'ai pu faire pour vous quelque part, ça n'a pas été assez? Est-ce qu'il aurait fallu plus? Non, je pense qu'il a fait de son mieux, mais parfois aussi, on a besoin de se mesurer, de s'évaluer, de savoir si on peut faire comme lui. Il l'a fait. Il n'avait pas d'oncle, il n'avait pas de tante au Cameroun, que des amis rencontrés en France, mais il avait réussi à bâtir quand même une réputation respectable. Et la maman, dans tout ça, elle a... Femme au foyer. Femme au foyer, comment elle a vu l'envol de sa fille, justement? Ce n'était pas forcément pour elle non plus la meilleure des décisions, mais c'est plus avec papa, on va dire, que je ne sais pas si je vais parler de clash, mais que le tiraillement se faisait. Ouais. Parce que je pense que c'est la relation père-fille aussi, une petite fille qui a toujours été en admiration, donc c'était quand même aussi, je pense, cette relation-là qui fait qu'il était un petit peu, qu'il avait un peu du mal à voir l'oiseau s'envoler comme ça. Mais voilà, par la suite, il a appris à aimer le Maroc. Et même en rencontrant des délégués médicaux d'entreprises pharmaceutiques marocaines, chaque fois qu'il venait le voir en cabinet, il me passe toujours un coup de fil pour me dire « Ah ben écoute, il y a un monsieur de tel laboratoire qui est avec moi. Et donc, je vais te le passer. » Donc, c'était sa façon à lui comme ça de découvrir le Maroc. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut tomber amoureuse d'un pays
Après une première venue, enfin, je veux dire, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Je ne sais pas si le coup de foudre s'expliquera un jour scientifiquement, mais je ne sais pas aussi si c'est peut-être aussi dans mon subconscient, parce qu'il faut dire que, ayant grandi à Grenoble, nous avions pour voisins, et donc parfois ils nous gardaient quand papa n'était pas là ou quand maman allait faire des courses, une famille, alors d'origine c'est vrai italo-espagnole, mais le papa était né à Casablanca. Ok. Et donc je ne sais pas si c'est peut-être dans le subconscient qu'il y a quelque chose s'est joué. Parce que lui, jusqu'à présent, Pierre Matera, donc je n'ai pas pensé effectivement à avoir une photo avec eux, mais quand encore en 2020 on se parlait au téléphone, et même encore toutes les ans on se souhaite la bonne année, il me raconte toujours le Casa de son enfance, des années 50. Il m'a envoyé une carte de Casablanca de cette époque-là, et je me dis c'est peut-être... Il a nourri quelque chose inconsciemment. Peut-être. Alors, en arrivant au Maroc, vous vous installez à Casablanca. Alors, je m'installe d'abord à Agadir, qui pour moi est vraiment le coup de foudre, parce que pour moi, c'est une très belle plage. J'aime beaucoup les plages. Et ça me permet plutôt que Casablanca, qui est très cosmopolite et qui est une très grande métropole, ça me permet de tout doucement tâter le pouls aussi de mon installation au Maroc. Ok. Et donc après, vous bougez vous allez Casa, sur Casa. En 2013. C'est ça. Et là, en fait, pendant cette période, vos activités, elles consistaient en quoi? Parce qu'avant, vous étiez salarié au Cameroun. Vous arrivez au Maroc, vous faites quoi? Vous gagnez comment votre vie? J'arrive au Maroc en me disant que je vais me lancer justement à mon propre compte. Alors, c'était dans l'immobilier, je me souviens. Ok. Première déconvenue, parce que 2008, si on se souvient bien, septembre, c'est la crise des subprimes. Avec toutes les tensions, tout le stress qu'il y a autour. Du coup, je reviens à quelque chose que j'avais juré de quitter à tout jamais, le casque, les centres d'appel. Et c'est là où on se rend bien compte de ne jamais négliger aucune expérience, parce que quelque chose comme ça que je me disais, je ne veux plus jamais le faire, parce que je ne veux plus rentrer dans ce type de carrière, eh bien, ça forge une capacité d'écoute active, ça forge une capacité aussi de savoir faire attention aux besoins du client, et c'est ce qui me permet justement ces premiers mois, ces premières années en tout cas au Maroc, de tenir. De tenir et de ne pas repartir. De ne pas repartir. C'est ça. À quel moment vous vous intéressez à la diaspora africaine? Alors ça, c'est quelque chose que j'avais en tête 2018-2019, où c'est vrai déjà, ayant organisé pour le compte de la diaspora kino-congolaise, quand je suis arrivée à Casablanca, un événement autour de notre fête d'indépendance qui se passe le 30 juin, tous les 30 juin. Je discute avec un monsieur dont on m'a toujours parlé quand je venais d'arriver à Casablanca et que je n'avais jamais rencontré, Bachir Thiam, qui a été invité par un autre... Qui travaille sur Média TV. Donc voilà, qui travaille effectivement à Média TV, qui à l'époque travaillait dans un autre groupe de presse et qui ayant été invité à notre fête d'indépendance, parce que lui aussi, il a étudié au Zaïre à l'époque. Quand je le recontacte suite à cet événement pour lui demander son avis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qui me dit, écoute, l'événement était très bien, ça a mis en valeur le Congo, le Grand Congo. Par contre, est-ce que ce ne serait pas bien que ce ne soit pas seulement pour un pays, mais plutôt pour toutes les diasporas africaines? Ça fait tilt. 2019, je me dis, je tente un enregistrement comme ça d'une première interview dans un hôtel à Casablanca avec un migrant qui est devenu artiste peintre, justement grâce à l'aide de tous les Marocains qu'il a rencontrés pendant son parcours de migrant. Et Covid arrive, malheureusement, mon papa nous quitte. Je ne peux pas partir, bien sûr, pour lui rendre un dernier hommage. Mais c'est là, à ce moment-là que je me dis, mais en me rendant compte de tout le bien que les gens ont dit au Cameroun au sujet de mon papa, le fait aussi que, après son décès, la clinique où il travaillait ait nommé le pavillon maternité, puisqu'il était gynécologue obstétricien, que ce pavillon maternité ait été baptisé à titre posthume à son nom, je me dis, mais est-ce qu'on va attendre que chacun des talents ou des personnes valables de notre diaspora décèdent pour commencer à dire « Ah, il était bien, c'était bien ce qu'il faisait, il avait fait X, il avait fait Y ». Ne peut-on pas se célébrer étant vivant, même pour les petites victoires, les petites réalisations?
Et c'est là que je décide de lancer la plateforme en 2021, mais vraiment en ligne, avec des lives sur Facebook et sur YouTube. Et en parallèle, toujours les centres d'appel. Alors en parallèle, une toute autre carrière, puisqu'en venant à Casablanca, je démarre dans l'événementiel, où je lance un événement B2B avec un groupe d'événementiel B2B d'Afrique francophone sur le domaine de la santé, pour par la suite passer dans un cabinet de consulting qui d'ailleurs avait accompagné Medi 1 TV pour sa stratégie Afrique. Je me souviens, j'étais venue en rendez-vous au siège de Medi 1 TV. Je pense que c'était à Rabat pour discuter de cela avec l'un des chargés de mission à la présidence du groupe télé. Et partant de là, je me retrouve à bosser pour quelques médias, pour le média, un média aussi dans l'agribusiness africain, ce qui me donne aussi justement l'occasion de réaliser, au-delà du volet partenariat et publicité, de réaliser de belles interviews comme celle avec le ministre de l'Agriculture du Maroc de l'époque ou le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez vivre aujourd'hui de diaspora active, pardon. Est-ce que vous en vivez? Est-ce que ça vous permet est-ce que ça vous donne un salaire aujourd'hui? Parce qu'on sait que finalement, quand on produit sur le numérique, sur le digital, il y a beaucoup de travail, beaucoup de contenu, mais derrière, les retombées ne sont pas les mêmes que pour un média classique. Très bonne question. Alors, s'il fallait démarrer ce projet pour l'argent, pour Flous, je n'aurais jamais démarré. Ouais. Parce qu'il y a des choses, quand on les fait, ce n'est pas la rentabilité économique immédiate qui doit être le drive. C'est véritablement de pouvoir apporter un plus. Et je pense que le plus, en tout cas, quand je le ressens quand les invités viennent sur la plateforme ou quand, par exemple, comme on l'a fait l'année dernière avec le groupe des ambassadeurs africains et le groupe des épouses des ambassadeurs africains, quand on lance ces émissions de sensibilisation sur la santé, ce n'est pas tant parce qu'on espère que les spectateurs... voilà, donc ça, par exemple, c'est quelque chose de très précieux et qui montre qu'on n'aurait jamais vu sans cette idée de voir justement l'intérêt que portent nos ambassadeurs pour les populations, pour le bien-être de nos populations. S'il n'y avait pas eu une plateforme comme celle-là, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu l'occasion de le voir manifester. Heureusement, c'est vrai que je suis consultante en BizDev, en influence et croissance Afrique. Donc ça me permet quand même d'avoir, au-delà de Diaspora Active, de quoi vivre. Ça me permet aussi, comme là par exemple pour cet événement pour les étudiants camerounais, de pouvoir, à travers mon réseau, faire venir des personnalités comme là le vice-président du patronat camerounais, Prota Yangma, qui, pour la petite histoire, est mon parrain de promotion à l'université catholique. Donc ce n'est pas anodin qu'il ait fait le déplacement. Mais c'est autant de choses justement que si on devait regarder la rentabilité économique, on se dirait que ça ne vaut pas la peine. Ouais. Mais l'impact que ça a, c'est jeune de voir une personnalité, puisqu'il a aussi été directeur général d'une compagnie d'assurance filiale d'un groupe marocain, de voir une personnalité comme ça pour ces jeunes, c'est un cadeau, c'est un contact qu'ils ne pourraient jamais acheter même s'ils voulaient le faire. Et c'est ce que Diaspora Active... Est-ce qu'aujourd'hui, Bora a enfin trouvé sa vraie place professionnelle? Je ne sais pas si en une vie, on réussira à trouver sa place professionnelle. Je pense qu'il faut surtout apporter des réponses, apporter sa contribution, ne pas se limiter, ne pas se dire ah, je n'ai pas fait de formation en journalisme, donc je ne peux pas raconter ou je ne peux pas construire un narratif. Chacun à notre niveau, que ce soit la fourmi dans les herbes de la savane, que ce soit l'éléphant, je pense que chacun à notre niveau, on a notre place. Chacun peut faire... Alors cette place, elle n'est pas facile à décrocher parce qu'on a raconté en fait le parcours, mais quand on vit tellement loin de ses parents, justement quand on perd en plus de surcroît son papa pendant une période de pandémie, ça c'est de très gros challenges et justement je vous propose d'en parler tout de suite. Et ça, c'est dans notre rubrique Sans phare, où on dit les choses vraiment de façon, on va dire, crue, émotionnellement crue.
Arriver dans un autre pays, se faire une autre carrière, tout ça, on en a parlé. Vous sembliez être épanoui, mais en même temps, est-ce qu'il y a des moments de, voilà, des moments de blues où on n'est pas bien, on est loin de sa famille, on est presque tout le temps en situation de diaspora, en fait. Effectivement, être diaspora, c'est quelque part, on est à la fois de quelque part et de nulle part. Et je pense que même aussi dans ce parcours professionnel, me cantonner uniquement à travailler peut-être pour un média dans l'agribusiness ou à être uniquement sur le volet partenariat, publicité du média, non. J'avais besoin parfois de pouvoir laisser la parole ou donner la parole à des personnes dont j'estimais que le narratif pouvait être positif pour notre continent. Et c'est vrai que parfois, on n'est pas compris. Parfois, on est moqué des réseaux sociaux, réalité des réseaux sociaux. La peur aussi, parfois d'aborder certains sujets. La peur aussi d'échouer. La peur d'aborder certains sujets comme quoi, justement? Il y a eu, par exemple, ça peut être aussi, par exemple, rien que sur le sujet de la santé. Je ne suis pas médecin. En tout cas, la profession de médecin ne s'hérite pas, elle ne se passe pas génétiquement. Donc, je ne pouvais pas prétendre à animer ou à lancer une émission sur la santé pour nos communautés. Et je me suis dit, je le fais, ça ne va pas être parfait, mais au moins je l'aurais fait. Je pense qu'il y a aussi une part du syndrome de l'imposteur aussi. Ouais. Ça ne manque pas et il faut parfois en faire fi et se rendre compte que rien que, par exemple, en ayant animé le panel de Diaspora Active avec quelques leaders de nos communautés africaines, dont le président actuel de la communauté sénégalaise au Maroc, c'est quand j'anime cette conférence-là, cet événement-là, que quelqu'un me dit « Ah, mais Bora, mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est un travail de MC, d'animatrice d'événements. Tu pourrais le faire. » Et c'est quand cette personne me le dit, comme par hasard, quelqu'un m'a vu sur Facebook et me recommande pour animer une soirée pour le compte du Conseil national des droits de l'homme, ou comme ça a été le cas aussi pour le Haut Commissariat des réfugiés, ou pour la journée mondiale. Donc en fait, quand on essaie de dépasser ces challenges, ils se transforment en opportunités, c'est ce que vous essayez de dire? Absolument. Ces peurs, ces angoisses que vous aviez par rapport à ça, le syndrome de l'imposteur, finalement, quand on fait un événement, même s'il n'était pas destiné à vous permettre de vous faire remarquer pour avoir une autre activité, ben finalement, c'est ce que ça a donné. Je pense que les peurs, en quelque sorte, c'est plus comme des signaux intérieurs qui nous disent « là, tu es en train de nous sortir de notre zone de confort. Là, tu es en train de nous amener quelque part où on n'a pas l'habitude d'être et on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de sortir de ce confort-là. Et il faut les dépasser pour le meilleur comme pour le pire. Parce que même le pire dont on a tant peur parfois, au contraire, c'est celui qui nous enseigne des leçons si précieuses. Alors moi, j'ai l'impression que là, vous me parlez de transmission. Et justement, vous me tendez la perche pour qu'on arrive à notre dernière rubrique. On y va. Alors, en 2 minutes, justement, Bora, votre transmission, est-ce que vous y pensez déjà? On se dit la transmission, c'est quand on a un certain âge quand même. Mais dans tout ce que vous faites, dans tout ce travail pour la diaspora africaine, est-ce que vous pensez à cette dimension de la transmission? Effectivement, et je pense que c'est la chance que nous avons à notre époque pour transmettre. Il y a un proverbe africain qu'on connaît très bien, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, je ne suis peut-être pas encore un vieillard, mais si jamais la bibliothèque que je suis devait être amenée à brûler un jour, il y aura encore des traces sur ces réseaux sociaux. Il y aurait ces traces sur YouTube. Il y aurait tous ces lives qu'on a fait pour raconter nos parcours de diaspora africaine au Maroc autrement, au-delà de ce qui peut-être malheureusement peut être un peu trop répandu sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est cette part de transmission. Quand vous dites ce qui est malheureusement répandu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est répandu justement? Je me souviens quand je démarrais Diaspora Active, rien que le deuxième invité que j'ai reçu, c'était un artiste musicien qui
qui est directeur artistique pour un grand restaurant, live band restaurant à Marrakech, qui vit au Maroc depuis plus de 20 ans et qui est marié avec une Marocaine. Et cette Marocaine-là cuisine des plats camerounais. Rien que ça, quand on faisait l'émission et qu'il parlait de sa femme ainsi, ceux qui nous regardaient depuis le Cameroun étaient étonnés de savoir qu'une épouse marocaine peut aimer son mari camerounais au point de vouloir apprendre la cuisine de son époux. Et c'est des petits changements, ce changement de narratif que Diaspora Active, même si elle n'a pas forcément l'impact d'un grand média, pas encore, je pense, a su apporter et corriger, en tout cas à son niveau. En tout cas, on termine sur cette belle note, Bora. Merci infiniment, Bora Kakisingui, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre femme d'Afrique, notre aile d'Afrique d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous et tellement d'autres choses, j'imagine. On aura le plaisir probablement de suivre l'évolution de votre média et de suivre l'évolution de vos différentes casquettes. Et à très vite. Merci. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain épisode d'Aile d'Afrique. Entre-temps, n'hésitez pas à retrouver celui-ci et tous les autres sur la chaîne YouTube Médien TV Afrique. À très vite.